Dans les rues, une fille habituée à la faim et à l'abandon tenait avec peine son seul morceau de pain de la journée. Soudain, elle aperçut un garçon bien habillé perdu en pleurs, suppliant de l'aide au milieu de l'indifférence des passants. Sans hésiter, elle lui donna sa seule nourriture, sans imaginer que ce geste changerait son destin. Si vous aimez les belles histoires, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous venez. On continue. Chapitre 1. Les miettes de pain. Le soleil se couchait sur Paris, baignant les rues pavées du quartier de Belleville, dans une lueur dorée qui contrastait avec la dureté de la vie que Léonie Durand y menait. À seulement 12 ans, elle connaissait déjà les recoins les plus sombres de la capitale française, les bancs de parc les moins dangereux pour passer la nuit et les boulangeries qui jetaient leur pain rassis à des heures précises. Ce soir-là, elle serrait contre sa poitrine un morceau de baguette à peine plus grand que sa main, son unique repas de la journée, fruit de longues heures passées à fouiller dans les poubelles des restaurants chics du Marais. Son visage, mince encadré par des cheveux châtains emmêlés, portait cette expression caractéristique des enfants qui ont grandi trop vite. Ses yeux, d'un vert profond, hérités d'une mère dont elle ne se souvenait presque plus, scrutaient avec méfiance les passants qui l'ignoraient. Comme toujours, elle portait autour du cou un foulard rouge délavé, son seul bien précieux, offert par une dame au sourire bienveillant qui visitait parfois le centre d'accueil où Léonie se rendait pour prendre une douche ou trouver un repas chaud quand la chance lui souriait. Ce jour-là, Léonie avait décidé de traverser la ville jusqu'à la place de la République. Les touristes y étaient nombreux et parfois généreux. Elle s'était installée près de la grande statue, observant le balai incessant des Parisiens pressés qui rentraient chez eux après leur journée de travail. La faim lui tordait l'estomac, mais elle résistait à l'envie de dévorer son pain. Immédiatement, l'expérience lui avait appris la discipline de rationner sa nourriture. C'est alors qu'elle remarqua un garçon au milieu de la place. Contrairement aux autres enfants qu'elle croisait habituellement, celui-ci était impeccablement vêtu, un manteau bleu marine qui semblait neuf, des chaussures luisantes et même une montre qui scintillait à son poignet. Pourtant, malgré ces signes évidents de richesse, son visage était déformé par l'angoisse. Il tournait sur lui-même, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un du regard. Des larmes coulaient sur ses joues et il semblait totalement perdu. Léonie hésita. Elle avait appris à se méfier de tout le monde, mais quelque chose dans la détresse de ce garçon réveilla en elle un sentiment qu'elle croyait avoir enterré, depuis longtemps, l'empathie. Sans vraiment réfléchir, elle se leva et s'approcha de lui, guidée par l'instinct de celle qui sait exactement ce que c'est que de se sentir seule, effrayée et vulnérable. « Tu es perdu ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, peu habituée à parler. Le garçon sursauta, surpris par cette apparition soudaine. Ses yeux bleus s'écarquillèrent en découvrant Léonie avec ses vêtements usés et son visage sale. Mais la peur céda rapidement, la place au soulagement de trouver enfin quelqu'un qui lui adressait la parole. « Je ne trouve plus ma nounou », balbutia-t-il entre deux sanglots. « Elle m'a dit de l'attendre ici pendant qu'elle allait acheter quelque chose. Mais ça fait très longtemps et j'ai peur. » Léonie hocha la tête. Elle comprenait la peur. C'était sa compagne quotidienne. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « Gabriel. »« Gabriel Valmont » répondit-il en essuyant ses larmes d'un revers de manche. « Et toi ?»« Léonie » dit-elle simplement, sans préciser son nom de famille qu'elle-même utilisait rarement. Gabriel porta soudain une main à son ventre et grimaça. « J'ai faim » murmura-t-il. « Je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Léonie baissa les yeux vers le morceau de pain qu'elle tenait toujours contre elle. C'était tout ce qu'elle avait. Si elle le partageait, elle ne mangerait rien ce soir-là. Mais face à elle, ce garçon qui possédait visiblement tout ce qu'elle n'avait jamais eu tremblait de faim et de peur. Sans hésiter davantage, elle brisa la baguette en deux et lui tendit la plus grosse part. « Tiens, » dit-elle, « ce n'est pas grand-chose, mais ça calmera ta faim. » Gabriel regarda le pain comme s'il s'agissait d'un trésor, puis leva des yeux incrédules vers Léonie. « Mais, et toi ?»« J'ai l'habitude, » répondit-elle avec un haussement d'épaules. « Je connais la faim mieux que personne. » Avec gratitude, Gabriel prit le pain et commença à le dévorer. Léonie s'assit à côté de lui sur le rebord du bassin et lui demanda où il habitait, espérant pouvoir l'aider à retrouver son chemin. « Dans le 16e arrondissement, »
répondit Gabriel entre deux bouchées. Avenue Foch. Mon père possède une grande entreprise de technologie. Il s'appelle Mathieu Valmont. Léonie connaissait suffisamment Paris pour savoir que l'avenue Foch était l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale. Un monde à des années-lumière de ces ruelles de Petsets. Belleville. Ta nounou, elle est comment? Demanda Léonie, scrutant la place à la recherche d'une femme qui pourrait correspondre. Grande, avec des cheveux noirs attachés. Elle s'appelle Madame Lambert. Elle porte toujours des tailleurs. Et des talons hauts, décrivit Gabriel qui semblait se calmer progressivement en parlant. Ils discutèrent ainsi pendant quelques minutes, Léonie tentant de rassurer Gabriel tout en guettant l'arrivée de la fameuse nounou. Les passants les contournaient, sans leur accorder un regard, comme si deux enfants assis seuls au milieu d'une place bondée étaient parfaitement normaux. Soudain, un cri perçant déchira l'air. « Gabriel! Mon Dieu! Gabriel !» Une femme élégante courait vers eux, ses talons claquant furieusement sur le pavé. Madame Lambert, sans aucun doute. Son visage, maquillé avec soin, était déformé par une expression qui passa rapidement du soulagement à la colère en apercevant Léonie. « Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant ?» hurla-t-elle en arrachant Gabriel à son siège. « Éloigne-toi de lui immédiatement. » Léonie recula instinctivement, habituée aux réactions hostiles des adultes. « Elle m'a juste aidé, Madame Lambert, » tenta d'expliquer Gabriel. « Elle m'a donné à manger et... »« Tais-toi » coupa sèchement la nounou avant de se tourner vers Léonie avec un regard glacial. « Je te préviens, petite voleuse, si tu as pris quoi que ce soit à ce garçon, j'appelle immédiatement la police. Des gens comme toi ne devraient pas être autorisés à approcher des enfants bien élevés. »« Je n'ai rien volé, » murmura Léonie, les yeux baissés. « Je lui ai donné mon pain parce qu'il avait faim. »« Mensonge !» cracha Madame Lambert. « Tu crois que je vais croire qu'une petite sauvageonne des rues donne sa nourriture ? Tu voulais sûrement le manipuler pour lui soutirer de l'argent, ou, pire encore. » Elle tira violemment Gabriel par le bras, ignorant ses protestations. Le morceau de pain que le garçon n'avait pas fini de manger tomba au sol, s'émiettant sur le pavé. Léonie regarda ces miettes, son unique repas, se disperser dans la poussière, mais ne dit rien. Elle était habituée à l'injustice. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était l'homme assis à quelques mètres de là, son téléphone portable discrètement pointé dans leur direction. Antoine Moreau, journaliste indépendant, venait de capturer toute la scène. Son visage exprimait une indignation qu'il avait rarement ressentie dans sa carrière, pourtant riche en témoignages des injustices quotidiennes. Tandis que Madame Lambert s'éloignait en tirant Gabriel, qui jetait des regards désolés par-dessus. Son épaule, Antoine s'approcha de Léonie qui ramassait tristement les miettes de pain. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. « Je m'appelle Antoine, j'ai vu ce qui vient de se passer. » Léonie se raidit, méfiante. Les adultes qui lui parlaient voulaient généralement quelque chose d'elle, ou pire, cherchaient à la signaler aux services sociaux. « Je suis journaliste », continua Antoine en lui montrant sa carte de presse. « J'ai filmé ce que tu as fait pour ce garçon. C'était très généreux de ta part. » Léonie haussa les épaules. « C'était rien, n'importe qui aurait fait pareil. » Antoine sourit tristement. « Non, justement, n'importe qui n'aurait pas fait ça. Beaucoup de gens auraient ignoré cet enfant, même s'il était bien habillé. Mais toi, qui n'as visiblement pas grand-chose, tu as partagé ton seul repas avec lui. » Il marqua une pause, semblant réfléchir, puis reprit. « Est-ce que je peux publier cette vidéo? Je pense que les gens devraient voir ce genre de geste. Ça pourrait changer quelque chose. » Léonie fronça les sourcils, ne comprenant pas bien l'intérêt que pourrait avoir une telle vidéo, ni ce qu'elle pourrait changer. Mais elle n'avait pas l'énergie de discuter. « Faites ce que vous voulez, » dit-elle en se relevant. « Ça m'est égal. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna, le petit morceau de pain qui lui restait serré dans sa main. Elle devait maintenant trouver de l'eau, peut-être un autre peu de nourriture et surtout un endroit sûr pour passer la nuit. Sa vie continuait, inchangée. Du moins, c'est ce qu'elle croyait à cet instant. Elle ne savait pas encore que dans les heures qui suivraient, ce simple geste de bonté allait déclencher une tempête médiatique qui bouleverserait complètement son existence. Chapitre 2. La vidéo virale dans son vaste bureau au dernier. Étage d'une tour de verre du quartier de la Défense, Mathieu Valmont terminait une visioconférence avec des investisseurs japonais.
À 42 ans, ce géant de la technologie française avait bâti un empire qui s'étendait désormais sur 3 continents. Son entreprise, Valmont Technologies, était devenue en quelques années un acteur incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle et des solutions numériques. Mais derrière le succès professionnel se cachait un homme marqué par le deuil. Depuis la disparition de son épouse Sophie 2 ans auparavant, Mathieu naviguait entre ses responsabilités professionnelles écrasantes et son rôle de père célibataire. Il déléguait beaucoup trop à son coup la garde de Gabrielle à Madame Lambert, une gouvernante recommandée par sa belle famille, mais ses obligations ne lui laissaient guère le choix. Ce soir-là, cependant, il avait promis à son fils de rentrer tôt pour partager un dîner ensemble, suivi d'une séance de leur jeu d'échecs hebdomadaire. Il venait à peine de raccrocher quand son téléphone vibra frénétiquement. Une dizaine de notifications s'affichaient sur l'écran, messages de collègues, alertes de réseaux sociaux et même un appel manqué de sa belle-mère. Intrigué, il déverrouilla l'appareil et découvrit que tous les messages faisaient référence à une vidéo devenue virale en quelques heures seulement. « Mathieu, est-ce bien Gabrielle dans cette vidéo? Appelle-moi dès que possible », disait le message de sa belle-mère. Le cœur soudain serré par l'inquiétude, il ouvrit le lien que plusieurs personnes lui avaient envoyé. La vidéo, publiée sur plusieurs plateformes par un certain Antoine Moreau, montrait la place de la République. Mathieu reconnut immédiatement son fils assis sur le rebord d'un bassin, l'air perdu et effrayé. À ses côtés se trouvait une jeune fille aux vêtements usés et aux cheveux emmêlés. La vidéo montrait la fille partageant un morceau de pain avec Gabrielle, puis l'arrivée brutale de Madame Lambert. Mathieu sentit son sang se glacer en entendant les paroles méprisantes que la gouvernante adressait à la jeune fille. La caméra avait parfaitement capté le moment où le pain tombait au sol et le regard résigné de l'enfant des rues face à cette injustice. Le journaliste avait titré sa publication « La leçon d'humanité d'une enfant des rues au cœur de Paris ». En quelques heures à peine, la vidéo avait été partagée des milliers de fois. Les commentaires exprimaient à la fois admiration pour le geste de la jeune fille et indignation face à l'attitude de Madame Lambert. Certains internautes avaient tout de même reconnu Gabriel comme le fils de Mathieu Valmont et commençaient à questionner les valeurs transmises au sein de cette famille fortunée. Sans perdre une seconde, Mathieu attrapa sa veste et quitta précipitamment son bureau, lançant à sa secrétaire stupéfaite qu'il serait absent pour le reste de la journée. Pendant tout le trajet jusqu'à son domicile de l'avenue Foch, il tenta de joindre Madame Lambert, mais celle-ci ne répondait pas. Lorsqu'il franchit enfin le seuil de sa maison, une demeure haussmannienne d'une élégance discrète, il fut accueilli par le silence. « Gabrielle » appela-t-il, montant les escaliers 4 à 4. « Gabrielle, où es-tu » Il trouva son fils recroquevillé sur son lit, les yeux rougis par les larmes. Madame Lambert se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage fermé. « Monsieur, je peux vous expliquer, » commença-t-elle. « Plus tard, » coupa sèchement Mathieu. « Laissez-nous seuls. » Une fois la gouvernante sortie, Mathieu s'assit sur le bord du lit et prit doucement la main de son fils. « Gabriel, j'ai vu la vidéo. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Entre deux sanglots, Gabriel lui raconta comment Madame Lambert l'avait laissé seule sur la place pendant qu'elle faisait une course personnelle, lui ordonnant de ne pas bouger. Comment la peur et la faim l'avaient submergée après de longues minutes d'attente. Et surtout, comment cette fille, Léonie, l'avait abordée gentiment et lui avait offert son unique morceau de pain. Elle avait l'air d'avoir encore plus faim que moi. « Papa », expliqua Gabriel avec une maturité qui surprit son père. Mais elle a quand même partagé, et quand Madame Lambert est revenue, elle a été très méchante avec Léonie. Elle a dit que c'était une voleuse, mais c'est faux. Elle m'a aidé quand personne d'autre ne faisait attention à moi. Mathieu sentit une colère froide l'envahir, mais s'efforça de rester calme pour ne pas effrayer davantage son fils. « Est-ce que tu te souviens d'autre chose sur cette fille? Un détail? Qui pourrait nous aider à la retrouver ?» Gabriel réfléchit un instant, puis ses yeux s'illuminèrent. Elle portait un foulard rouge autour du cou, un peu usé, mais vraiment rouge, et il s'interrompit, comme frappé par une révélation. « Et quoi, Gabriel ?» C'était le même. Genre de foulard que maman donnait aux enfants quand on allait visiter ce centre, tu sais.
celui où elle faisait du bénévolat. Mathieu sentit son cœur manquer un battement. Sophie, son épouse, avait effectivement passé beaucoup de temps dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés à Belleville. C'était l'une de ces nombreuses activités philanthropiques auxquelles il n'avait jamais vraiment prêté attention, trop absorbé par le développement de son entreprise. Après son départ, il avait cessé tout contact avec ces organisations, incapable d'affronter les souvenirs qu'elles ravivaient. « Tu es sûr que c'était le même type de foulard ?» demanda-t-il doucement. Gabriel hocha vigoureusement la tête. « Oui, tu sais, ces foulards rouges que maman faisait fabriquer spécialement, avec une petite étoile brodée dans un coin. J'ai vu l'étoile quand Léonie s'est penchée pour me donner le pain. » Cette information changeait tout. Ces foulards rouges à l'étoile brodée étaient uniques, conçus par Sophie elle-même pour son association Étoile de l'Espoir. Elle les distribuait aux enfants qu'elle aidait, comme un symbole de protection et d'affection. Si cette fille en portait un, ce n'était pas une coïncidence. Mathieu se leva, l'esprit en ébullition. « Je dois faire quelques appels, Gabriel. Repose-toi un peu. Nous parlerons de Madame Lambert plus tard. » Dans son bureau personnel, Mathieu congédia la gouvernante, lui ordonnant de ne pas quitter Paris jusqu'à nouvel ordre. Puis il contacta son assistant personnel, Marc Leblanc, un homme discret et efficace qui travaillait pour lui depuis plus de 10 ans. « Marc, j'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un de toute urgence, » expliqua-t-il, lui transmettant la vidéo. Et toutes les informations dont il disposait sur la jeune Léonie. Contactez également Solène Moreau, qui dirigeait l'association de ma femme. Elle pourra peut-être nous aider. Bien sûr, monsieur Valmont. Je m'en occupe immédiatement. Souhaitez-vous que je prenne également des mesures concernant cette vidéo virale? Mathieu réfléchit un instant. Son premier réflexe aurait été d'utiliser ses contacts pour faire supprimer la vidéo et étouffer l'affaire. Mais quelque chose l'en empêchait. Ce n'était pas seulement une question d'image. Il sentait confusément que cette rencontre entre son fils et cette jeune fille n'était pas le fruit du hasard. « Non », répondit-il finalement, « laissez la vidéo, mais préparez un communiqué officiel présentant mes excuses pour le comportement de l'employé concerné, qui ne travaille désormais plus pour notre famille. Précisez que nous cherchons activement à retrouver la jeune fille pour la remercier personnellement. » La nuit tombait sur Paris lorsque Marc rappela Mathieu. En à peine quelques heures, son efficacité légendaire avait encore fait des merveilles. « Monsieur, nous avons localisé la jeune fille. Elle fréquente régulièrement le centre Arc-en-Ciel à Belleville. Solène Moreau la connaît bien. C'est l'une des enfants que votre épouse suivait personnellement. Son nom complet est Léonie Durand, 12 ans, orpheline. Elle n'a pas de domicile fixe, mais passe souvent ses nuits près du centre. »« Orpheline » murmura Mathieu, sentant une émotion indéfinissable l'envahir. « A-t-elle de la famille ?»« Apparemment non, monsieur. D'après les informations que j'ai pu recueillir, elle a grandi dans plusieurs foyers, mais s'en est échappée à plusieurs reprises. Les services sociaux la connaissent, mais ont du mal à la prendre en charge car elle disparaît régulièrement. » Mathieu remercia son assistant et raccrocha, l'esprit troublé. Il se dirigea vers la chambre de Gabriel pour lui annoncer qu'il avait retrouvé Léonie, mais s'arrêta devant la porte en entendant la voix de son fils. Gabriel parlait doucement, comme s'il s'adressait à quelqu'un. « Maman, si tu es quelque part là-haut, est-ce que c'est toi qui as envoyé Léonie pour m'aider aujourd'hui? Elle avait ton foulard rouge, tu sais. » Mathieu s'éloigna silencieusement, une boule dans la gorge. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit autre chose que la douleur sourde qui l'accompagnait depuis la disparition de Sophie, une sorte d'urgence, un besoin impérieux d'agir. Il passa une partie de la nuit à consulter les archives numériques de l'association de son épouse, redécouvrant un pan entier de la vie de Sophie qu'il avait négligée. Les photos la montraient rayonnante au milieu d'enfants défavorisés, distribuant ses fameux foulards rouges à l'étoile brodée. Sur certains clichés datant d'environ 3 ans, il reconnut une Léonie plus jeune, déjà reconnaissable à ses yeux verts perçants. Au petit matin, sa décision était prise. Il irait au centre Arc-en-Ciel, dès son ouverture, pour retrouver Léonie. Mais ce qu'il découvrirait là-bas dépasserait toutes ses attentes, révélant des secrets que Sophie avait emportés avec elle et qui allaient bouleverser sa vision du monde. Chapitre 3. Le foulard rouge, le centre Arc-en-Ciel. Se dressait au cœur de Belleville, un bâtiment modeste coincé entre un petit café et une épicerie de quartier.
Sa façade colorée contrastait avec la grisaille environnante, comme un acte de résistance joyeuse face à la précarité du quartier. Mathieu gara sa voiture de luxe à quelques rues de là, conscient que son Audi haut de gamme attirerait trop l'attention dans cette zone populaire de Paris. Il avait troqué son costume habituel contre un jean et un pull simple, espérant se fondre davantage dans le décor. Pourtant, tandis qu'il remontait la rue étroite vers le centre, il sentait les regards curieux des habitants du quartier. Tout en lui, sa démarche assurée, sa coupe de cheveux soignés, sa montre discrète mais coûteuse, trahissait son appartenance à un autre monde. Lorsqu'il poussa la porte du centre, une clochette tinta doucement. L'intérieur était lumineux et chaleureux. Des murs jaunes ornés de dessins d'enfants, des tables en bois usées mais propres, et une odeur réconfortante de café et de pain grillé. Quelques enfants prenaient leur petit déjeuner sous la surveillance bienveillante de deux femmes en tablier. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda l'une d'elles en s'approchant de Mathieu. « Bonjour, je cherche Solène Moreau », répondit-il, se sentant étrangement nerveux. La femme l'étudia un instant, semblant jauger ses intentions. « C'est moi-même. »« Et vous êtes, Mathieu ?»« Valmont. Nous nous sommes parlé au téléphone hier soir. » Le visage de Solène s'éclaira de compréhension. « Monsieur Valmont, bien sûr. Je ne vous avais pas reconnu sans costume-cravate. » Elle le guida vers un petit bureau à l'arrière du bâtiment, fermant la porte derrière eux pour plus d'intimité. La pièce était encombrée de dossiers et de fournitures diverses, mais étonnamment bien organisées. « Je vous remercie de me recevoir si tôt, » commença Mathieu. « C'est normal, » répondit Solène en lui indiquant une chaise. « Sophie était très importante pour nous tous ici. Et puis, cette histoire avec Léonie, toute la communauté en parle. » Mathieu se raidit à la mention de son épouse. Il réalisait soudain qu'il se trouvait dans un lieu où Sophie avait passé beaucoup de temps, un espace qu'elle avait aimé et qu'il découvrait seulement maintenant, 2 ans après sa disparition. « Vous la connaissez bien ? Léonie, je veux dire, » demanda-t-il, revenant au sujet qui l'amenait. Solène hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Depuis qu'elle a environ 7 ans, c'est une enfant spéciale, très intelligente, incroyablement résiliente, mais terriblement méfiante envers les adultes, et pour cause. » Elle sortit un dossier d'un tiroir et l'ouvrit devant elle. Son histoire est assez tragique, même parmi les enfants que nous aidons ici. Parents décédés dans un accident quand elle avait 5. 11, pas de famille proche pour la recueillir. Elle a été placée dans différents foyers, mais elle s'est toujours enfuie. La rue est devenue son refuge, aussi paradoxal que cela puisse paraître. « Et vous la laissez vivre comme ça ?» s'indigna Mathieu, avant de regretter immédiatement son ton accusateur. Solène ne sembla pas s'en formaliser. « Nous ne laissons rien, monsieur Valmont. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Léonie vient ici presque tous les jours pour manger, se laver, parfois dormir, quand le temps est vraiment mauvais. Nous avons alerté les services sociaux des dizaines de fois, mais dès qu'ils tentent de la placer quelque part, elle disparaît. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement « Sophie était la seule à avoir réussi à établir un véritable lien avec elle. C'est pour ça que Léonie garde toujours ce foulard rouge que votre femme lui avait offert. C'est son trésor. » Mathieu sentit sa gorge se nouer. Il n'avait jamais vraiment compris cette facette de Sophie, son engagement auprès de ses enfants. Il l'avait toujours vaguement considérée comme une activité caritative parmi d'autres, une obligation sociale liée à leur statut privilégié. Jamais il n'avait imaginé la profondeur des liens qu'elle avait tissés ici. « Est-ce qu'elle est ici aujourd'hui, Léonie ?» demanda-t-il finalement. Solène secoua la tête. « Pas encore. Elle vient généralement en fin de matinée. Mais elle hésita, semblant peser ses mots. « Mais quoi ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que vous l'attendiez ici. Léonie est très méfiante, surtout depuis que cette vidéo circule. Si elle vous voit, elle pourrait prendre peur et ne pas revenir pendant des jours. » Mathieu n'avait pas envisagé cette possibilité. Dans son monde d'entreprise, les problèmes avaient des solutions directes, les objectifs étaient clairs. Ici, dans cette réalité parallèle qu'il découvrait, les choses étaient infiniment plus complexes. « Que me suggérez-vous alors ?» Solène réfléchit un instant. « Laissez-moi lui parler d'abord. Je peux lui expliquer qui vous êtes et pourquoi vous souhaitez la rencontrer. Si elle accepte, je vous appellerai. » C'était raisonnable,
Mathieu acquiesça à contre-cœur, frustré de devoir remettre à plus tard cette rencontre qu'il avait tant anticipée. Il se leva pour partir, mais s'arrêta devant une photo encadrée sur le mur. Sophie y souriait, entourée d'enfants, dont une petite fille aux yeux verts perçants qu'il reconnut comme étant Léonie. « Cette photo, murmura-t-il, elle a été prise lors de l'anniversaire des 10 ans du centre, il y a environ 3 ans, expliqua Solène. Sophie venait de lancer son projet de foulard rouge. Elle les appelait les étoiles protectrices. Mathieu s'approcha pour mieux observer l'image. Sophie rayonnait d'une joie qu'il ne lui avait que rarement vue à la maison, surtout dans les derniers mois avant sa disparition. À côté d'elle, Léonie arborait un rare sourire, son foulard rouge tout neuf noué autour du cou. « Il y a autre chose que vous devriez voir », dit soudain Solène, ouvrant un tiroir de son bureau. Elle en sortit une enveloppe jaunie qu'elle tendit à Mathieu. Sophie m'avait confié ceci. Quelques semaines avant son départ, elle m'avait demandé de la garder en lieu sûr. Mathieu prit l'enveloppe avec précaution. Son nom y était, inscrit de l'écriture fine et élégante de Sophie. Elle ne m'a jamais dit ce qu'elle contenait, poursuivit Solène, juste que je devais vous la remettre si quelque chose lui arrivait. J'ai essayé de vous contacter après l'accident, mais vous étiez injoignable, puis j'ai appris que vous aviez coupé tous les liens avec les associations qu'elle soutenait. Sa voix trahissait un reproche à peine voilé que Mathieu encaissa, sans broncher, conscient qu'il le méritait. « Merci », dit-il simplement, glissant l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. « J'apprécierais vraiment que vous m'appeliez dès que Léonie sera prête à me rencontrer. » Solène hocha la tête. « Je le ferai. Et, monsieur Valmont, quelle que soit votre intention envers Léonie, souvenez-vous que c'est une enfant, qui a connu plus de trahison que la plupart des adultes. Ne lui faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. » Ces paroles résonnèrent en Mathieu alors qu'il quittait le centre. Dans sa voiture, il resta un long moment immobile, l'enveloppe de Sophie entre les mains, incapable de l'ouvrir immédiatement. Que pouvait-elle bien contenir? Pourquoi Sophie avait-elle ressenti le besoin de lui laisser ce message secret? Finalement, il déchira délicatement le rabat et en sortit plusieurs feuillets couverts de l'écriture de son épouse. Les premiers mots lui coupèrent le souffle. « Mon cher Mathieu, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te dire la vérité en face. » Le message de Sophie était à la fois une confession et un appel à l'aide. Elle y révélait des aspects de sa vie qu'elle lui avait toujours cachés. Son enfance difficile, avant d'être adoptée par une famille aisée, sa connexion profonde avec les enfants des rues, et surtout son projet secret pour le centre arc-en-ciel. Sophie avait prévu de financer une extension du bâtiment, un véritable foyer où des enfants comme Léonie pourraient trouver un refuge permanent. « J'ai mis de côté une somme importante pour ce projet », écrivait-elle. « Mais j'ai découvert récemment que cet argent a été détourné. Je mène mon enquête et je crains que la vérité ne soit douloureuse pour notre famille. » La lettre s'interrompait abruptement, comme si Sophie avait été interrompue pendant sa rédaction. Mathieu resta interdit, l'esprit bouillonnant de questions sans réponse. Quel argent? Quel détournement? Et quelle vérité craignait-elle de découvrir? Son téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. C'était Solène. « Monsieur Valmont, Léonie est ici. Elle accepte de vous rencontrer, mais pas au centre. Elle propose la place des Vosges, dans 1 heure. Elle dit que c'est un terrain neutre. » Mathieu sourit malgré lui. Cet enfant négociait comme un diplomate chevronné. « Dites-lui que j'y serai. Et merci, Madame Moreau. » Exactement 1 heure plus tard, Mathieu attendait sur un banc de la magnifique place des Vosges, ce joyau architectural du Marais. L'endroit était relativement calme en ce milieu de matinée, quelques touristes flânant sous les arcades et des mères promenant leurs enfants dans le jardin central. Il la repéra immédiatement. Léonie se tenait à distance, à moitié cachée, derrière un arbre, l'observant avec méfiance. Son foulard rouge ressortait vivement contre son t-shirt gris défraîchi. Même à cette distance, Mathieu fut frappé par l'intensité de son regard, ses yeux verts qui semblaient tout analyser, tout comprendre. Il lui fit un signe de la main s'efforçant de paraître aussi peu menaçant que possible. Après une hésitation, elle s'approcha, gardant néanmoins une distance prudente. « Vous êtes le père de Gabriel, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, je m'appelle Mathieu Valmont.
Je sais qui vous êtes, répondit-elle avec une assurance surprenante pour son âge. Votre photo est partout sur Internet. Mathieu ne put s'empêcher de sourire. Cet enfant ne se laissait pas impressionner facilement. Je voulais te remercier personnellement pour ce que tu as fait pour mon fils, commença-t-il. Tu l'as aidé? Quand il était seul et effrayé. Léonie haussa les épaules. N'importe qui aurait fait pareil. Non, répondit doucement Mathieu. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Surtout quelqu'un qui avait aussi faim que toi. Un silence s'installa entre eux. Mathieu remarqua que le foulard rouge était soigneusement noué, malgré son état d'usure avancé. L'étoile brodée brillait faiblement au soleil. « C'est ma femme qui t'a donné ce foulard, n'est-ce pas ?» demanda-t-il finalement. Léonie porta instinctivement une main au tissu. « Madame Sophie, oui. Elle disait que c'était une étoile protectrice, que tant que je le porterais, je ne serais jamais vraiment seul. » Sa voix s'était adoucie en évoquant Sophie, et Mathieu y perçut une affection sincère qui le bouleversa. « Je voudrais t'offrir quelque chose en remerciement, » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Le visage de Léonie se ferma immédiatement. « Je n'ai pas aidé votre fils pour de l'argent. »« Je sais, » répondit Mathieu, « mais... » « Non, » coupa fermement Léonie, « je ne veux pas de votre argent. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était juste. Parce que je sais ce que c'est d'avoir faim et peur. » Mathieu rangea lentement l'enveloppe, impressionné par sa dignité. Cet enfant des rues avait plus d'intégrité que bien des adultes qu'il côtoyait quotidiennement dans les hautes sphères des affaires. « D'accord, » concéda-t-il. « Pas d'argent, mais peut-être accepterais-tu de rencontrer Gabriel à nouveau? Il aimerait beaucoup te revoir et te remercier lui-même. » Une lueur d'intérêt traversa le regard de Léonie. « Il va bien, la dame ?» En colère ne lui a pas fait de mal. « Il va bien, ne t'inquiète pas. Et cette dame ne travaille plus pour nous. » Léonie sembla réfléchir intensément, pesant le pour et le contre avec une maturité déconcertante. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je veux bien le revoir, mais au parc, pas chez vous. »« Marchez. »« Conclu » sourit Mathieu, lui tendant la main comme à une égale. Après une légère hésitation, Léonie la serra brièvement. Ce contact, aussi fugace fut-il, scella quelque chose entre eux. Un début de confiance, peut-être, ou le commencement d'une histoire qui les dépassait tous les deux et dont ils étaient loin d'imaginer les ramifications. Chapitre 4. Deux mondes. Les jours suivants virent naître une routine aussi improbable qu'attendrissante. 3 fois par semaine, Mathieu et Gabriel retrouvaient Léonie au jardin du Luxembourg, un lieu que la fillette avait elle-même choisi pour sa beauté et sa tranquillité. Ces rencontres, d'abord hésitantes et maladroites, devinrent progressivement des moments attendus par chacun d'entre eux. Gabriel, qui avait toujours été un enfant plutôt solitaire, s'épanouissait au contact de Léonie. Elle lui racontait ses aventures dans les rues de Paris, lui apprenait des jeux improvisés avec 3 fois rien, et lui montrait comment reconnaître les meilleurs bancs pour observer les pigeons. De son côté, il partageait avec elle ses connaissances sur les échecs, l'astronomie et les jeux vidéo qu'il adorait. Mathieu les observait souvent de loin, fasciné par cette amitié naissante entre 2 enfants que tout aurait dû séparer. Il avait engagé un nouveau chauffeur, François, un homme discret et bienveillant, pour conduire Gabriel à ses rendez-vous. Lui-même essayait d'y assister aussi souvent que possible, réaménageant son emploi du temps chargé pour être présent. Ce mercredi après-midi était particulièrement doux pour un début d'automne. Assis sur un banc à l'écart, Mathieu regardait les 2 enfants qui nourrissaient les canards près du bassin. Léonie portait toujours ses vêtements usés et son éternel foulard rouge, refusant catégoriquement les nouveaux habits que Mathieu avait tenté de lui offrir. Sa fierté était inébranlable. « Monsieur Valmont ?» Il sursauta légèrement, surpris par cette voix féminine qu'il ne reconnut pas immédiatement. Se retournant, il découvrit une femme élégante d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur strict. « Je suis Claire Dumas, des services de protection de l'enfance », se présenta-t-elle en lui tendant une carte professionnelle. « Puis-je me joindre à vous un instant ?» Mathieu l'invita d'un geste à s'asseoir, soudain inquiet. « Y a-t-il un problème ?»« Pas exactement un problème, » répondit-elle diplomatiquement, « mais une situation qui mérite attention. Nous avons été informés de vos rencontres régulières avec la jeune Léonie Durand. »« Par qui ?» demanda Mathieu, fronçant les sourcils. « Nous ne divulguons pas nos sources, mais sachez que nous suivons le dossier de Léonie depuis longtemps. C'est une enfant qui a glissé entre les mailles du système à plusieurs reprises. » Mathieu observa les 2 enfants qui riaient aux éclats, Gabriel tentant d'imiter le cri d'un canard sous les moqueries bienveillantes de Léonie. « Je ne vois
Pas en quoi nos rencontres posent problème, dit-il finalement. Nous nous voyons dans des lieux publics en plein jour. Claire. Dumas ajusta ses lunettes, son regard alternant entre Mathieu et les enfants. Monsieur Valmont, votre réputation et votre position sont impeccables, là n'est pas la question. Mais vous devez comprendre que cette relation inhabituelle suscite des interrogations. Léonie est légalement sous la responsabilité de l'État, même si elle échappe à notre surveillance la plupart du temps. Que voulez-vous exactement ? Demanda Mathieu, sentant une pointe d'irritation monter en lui. Simplement vous informer que nous observons la situation. Et aussi vous mettre en garde. Léonie a vécu des traumatismes importants. S'attacher à elle, puis disparaître de sa vie comme tant d'adultes l'ont fait avant vous, pourrait causer des dommages supplémentaires à sa stabilité émotionnelle. Ces paroles firent écho à l'avertissement de Solène. Mathieu réalisa qu'il n'avait pas vraiment réfléchi aux implications à long terme de ces rencontres. Que cherchait-il exactement ? À apaiser sa conscience, à honorer la mémoire. De Sophie ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond qui le liait à cet enfant des rues ? Je comprends vos préoccupations, répondit-il finalement, mais je vous assure que mes intentions sont sincères. Mon fils s'est attaché à Léonie, et je dois admettre que moi aussi. Claire Dumas l'étudia un moment en silence, comme si elle tentait de jauger sa sincérité. Dans ce cas, monsieur Valmont, peut-être devrions-nous discuter d'un cadre plus formel pour ces rencontres. Un programme de parrainage, par exemple, qui permettrait à Léonie de bénéficier d'une présence stable dans sa vie, tout en respectant le cadre légal. L'idée n'avait pas effleuré Mathieu, mais elle faisait sens. Un parrainage officiel légitimerait leur relation et offrirait à Léonie une structure dont elle avait cruellement besoin. « Je serais intéressé par cette possibilité, » dit-il. « Comment procède-t-on ? Je vous enverrai les documents nécessaires. Il y aura bien sûr une enquête de routine, des entretiens, mais avec votre profil, je ne prévois pas de difficultés majeures. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée des deux enfants, essoufflés et souriants. « Papa, Léonie m'a appris à faire des ricochets avec les cailloux !» s'exclama Gabriel avec enthousiasme. Léonie, quant à elle, s'était figée en apercevant Claire Dumas. Son visage s'était instantanément fermé, et Mathieu y reconnut cette expression méfiante qu'elle avait eue lors de leur première rencontre. « Bonjour Léonie, » dit doucement la travailleuse sociale. « Tu te souviens de moi ?»« Madame Dumas, » répondit froidement Léonie. « Vous êtes venue me remettre dans un foyer ?»« Je suis simplement venue voir comment tu allais, » répondit Claire avec un sourire qu'elle voulait rassurant. « Tu as l'air en forme. »« Je vais bien, » trancha Léonie, se rapprochant instinctivement de Gabriel comme pour chercher protection. Claire se leva, comprenant que sa présence mettait l'enfant mal à l'aise. « Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Monsieur Valmont, je vous contacterai prochainement pour les détails dont nous avons discuté. » Après son départ, l'atmosphère resta tendue. Léonie semblait sur ses gardes, prête à s'enfuir à tout moment. « Elle ne va pas t'emmener, » la rassura Mathieu. « Nous discutions simplement d'un programme qui me permettrait de t'aider officiellement. »« Je n'ai pas besoin d'aide officielle, » rétorqua Léonie, le menton relevé avec défi. Gabriel, sentant la tension, intervint. « On peut aller manger une glace ? J'ai vu un marchand près de la sortie. » Cette diversion fonctionna. Quelques sacs sèches. Minutes plus tard, les trois étaient assis sur un banc, dégustant des glaces artisanales. Léonie avait choisi un sorbet framboise dont la couleur rappelait étrangement son foulard. « Léonie, » commença doucement Mathieu, « est-ce que tu aimerais venir visiter notre maison un jour ? Gabriel pourrait te montrer sa collection de livres sur les étoiles. » La fillette le regarda avec suspicion. « Pourquoi ? Parce que tu es l'ami de Gabriel, et que les amis se rendent visite, normalement. » Léonie semblait peser le pour et le contre, léchant pensivement sa glace. « Je ne sais pas. Votre maison doit être très grande. Je ne serai pas à ma place. »« Tu serais notre invité, » insista gentiment Gabriel. « Je pourrais te montrer mon télescope. On pourrait observer les étoiles ensemble. » Mathieu observa l'hésitation de Léonie se transformer lentement en curiosité. « Juste une visite, » précisa-t-il. « Tu pourras partir quand tu voudras. François te ramènera où tu le souhaites. »« D'accord, » céda-t-elle finalement, « mais je ne resterai pas dormir. »« Bien sûr, » acquiesça Mathieu, échangeant un regard complice avec son fils. 2 jours plus tard, Léonie se tenait, intimidée malgré elle, devant l'imposante demeure haussmannienne de l'avenue Foch. Elle avait fait un effort visible pour l'occasion. Ses cheveux étaient propres et coiffés en une tresse maladroite,
et elle portait un t-shirt moins usé que d'habitude, probablement obtenu au centre d'accueil. Son foulard rouge avait été soigneusement lavé et repassé. « C'est vraiment chez vous ?» demanda-t-elle, à Gabriel qui l'accueillait sur le perron, les yeux écarquillés devant la façade ornée et les hautes fenêtres. « Oui, viens, je vais te faire visiter. » L'intérieur était encore plus impressionnant, moulures au plafond, parquets anciens, qui craquaient légèrement sous leurs pas, meubles élégants et objets d'art discrètement disposés. Léonie avançait prudemment, comme si elle craignait de briser quelque chose par sa simple présence. La visite guidée par l'enthousiasme de Gabriel la mena de pièce en pièce, du salon à la salle à manger, puis à la bibliothèque, où des centaines de livres s'alignaient sur des étagères en bois sombre. Léonie s'arrêta, fascinée. « Tu as lu tous ces livres ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pas tous, » rit Gabriel. « Beaucoup étaient à maman. Elle adorait lire. » La mention de Sophie créa un moment de silence respectueux. Mathieu, qui les suivait, à distance pour laisser les enfants profiter de ce moment, intervint doucement. Sophie avait une prédilection pour les romans d'aventures et de voyages. Elle disait que les livres étaient des portes vers d'autres mondes. Léonie hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Pour elle, qui n'avait jamais voyagé, les livres récupérés ici et là, parfois abîmés ou incomplets, avaient été des échappatoires précieuses. « Est-ce que je pourrais en emprunter un ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, » répondit Mathieu. « Tu peux même en prendre plusieurs si tu veux. » La chambre de Gabriel fut le clou de la visite. Aménagée sous les combles, elle offrait une vue imprenable sur les toits de Paris, grâce à une grande lucarne. Un télescope impressionnant trônait près de la fenêtre, entouré de maquettes de planètes suspendues au plafond. « C'est comme un petit observatoire », expliqua fièrement Gabriel. « Papa l'a fait installer pour mon anniversaire l'année dernière. » Léonie s'approcha du télescope avec révérence. « On peut vraiment voir les étoiles avec ça. Pas maintenant, il fait jour, mais si tu restes jusqu'à ce soir... » « Je ne peux pas, » coupa Léonie, soudain tendue. « J'ai promis à Solène de revenir au centre pour le dîner. » Mathieu nota sa nervosité. Malgré la confiance qui s'était progressivement établie entre eux, Léonie gardait ses distances, comme si elle craignait de trop s'attacher. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Léonie, d'abord mal à l'aise avec les multiples couverts et la formalité du service assuré par Maria, la gouvernante qui avait remplacé Madame Lambert, se détendit progressivement grâce aux plaisanteries de Gabriel. Elle mangea avec appétit mais retenue, comme quelqu'un qui sait que les repas abondants ne sont pas garantis dans la vie. Après le dessert, une tarte aux fraises qui fit briller les yeux de Léonie, Mathieu proposa de la raccompagner au centre. Sur le chemin, assis à l'arrière de la voiture conduite par François, il observa le profil de la fillette qui regardait défiler les rues de Paris. Le contraste entre les quartiers huppés et les zones plus populaires semblait la faire réfléchir. « Tu as aimé ta visite ?» demanda-t-il doucement. « C'était différent, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Votre maison est belle, mais tellement grande pour seulement 2 personnes. » Cette remarque innocente toucha Mathieu. En effet, depuis le départ de Sophie, la maison lui avait souvent semblé vide et froide, malgré son élégance. « Tu sais, » continua Léonie, « parfois j'ai plus de chance que vous. »« Comment ça ?» s'étonna Mathieu. « Eh bien, je n'ai pas d'argent, pas de maison, pas de télescope, énuméra-t-elle, mais je suis libre. Je peux aller où je veux, quand je veux. Et je connais des endroits à Paris que vous ne verrez jamais. » Cette perspective désarçonna Mathieu. Il n'avait jamais envisagé la situation sous cet angle. « Tu as sans doute raison, » admit-il. « Chacun de nous est prisonnier à sa façon. » « Je n'ai pas dit que vous étiez prisonnier, » corrigea Léonie, avec cette franchise déconcertante qui la caractérisait. « Juste que nous vivons dans des mondes différents. Le vôtre a des murs dorés, le mien n'a pas de murs du tout. » La voiture s'arrêta devant le centre arc-en-ciel, dont les fenêtres éclairées projetaient une lueur chaleureuse, dans la rue assombrie. « Merci pour aujourd'hui, » dit Léonie en ouvrant la portière. « Et pour les livres. » Elle serrait contre elle 3 ouvrages soigneusement choisis dans la bibliothèque des Valmont. Un recueil de contes, un livre sur l'astronomie que Gabriel avait insisté pour lui prêter, et curieusement, un livre de Sophie sur l'architecture parisienne. « Tu reviendras nous voir ?» demanda Mathieu. Léonie acquiesça avec un petit sourire.
Gabrielle a promis de me montrer les anneaux de Saturne dans son télescope. Alors qu'elle s'éloignait vers le centre, son foulard rouge flottant légèrement dans la brise du soir, Mathieu ressentit un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Ces deux mondes qui se rencontraient étaient-ils compatibles? Et surtout, quel serait l'impact de cette rencontre sur leurs vies respectives? Ce qu'il ignorait encore, c'est que dans son bureau attendèrent des informations qui allaient bouleverser sa compréhension du passé et potentiellement changer l'avenir de Léonie à jamais. Chapitre 5. Les secrets de Sophie. Le bureau personnel de Mathieu, situé au dernier étage de la maison familiale, était un sanctuaire rarement visité par quiconque d'autre que lui-même. C'est là, entouré de souvenirs soigneusement préservés, qu'il se réfugiait lorsque le poids des responsabilités ou des souvenirs devenait trop lourd. Ce soir-là, après avoir accompagné Léonie, il s'y enferma avec une détermination nouvelle. Sur son bureau l'attendait une épaisse enveloppe déposée par Marc Leblanc, son assistant. Elle contenait les résultats des recherches qu'il avait demandées concernant les activités philanthropiques de Sophie et plus spécifiquement le projet d'extension du centre Arc-en-Ciel mentionné dans sa lettre posthume. Mathieu se servit un verre de cognac et s'installa dans son fauteuil en massant ses queer. La première page du dossier était un résumé financier des donations effectuées par Sophie au cours des 3 années précédant sa disparition. Les chiffres étaient conséquents, bien plus que ce qu'il avait imaginé. Sophie avait systématiquement utilisé son héritage personnel pour ses dons sans jamais puiser dans les finances communes du couple. « Pourquoi tant de discrétion ?» murmura Mathieu, troublé par cette découverte. La suite du dossier révélait l'existence d'un compte spécial, ouvert au nom de l'association Étoile de l'Espoir que Sophie avait fondée. Un relevé bancaire indiquait qu'une somme de 1,5 million d'euros y avait été déposée 6 mois avant l'accident, puis mystérieusement retirée 3 semaines plus tard. Le signataire de ce retrait était Alain Mercier, le beau-frère de Sophie, qui occupait alors le poste de trésorier de l'association. Mathieu fronça les sourcils. Il n'avait jamais apprécié Alain, un homme qu'il jugeait superficiel et opportuniste. Leur relation s'était encore détériorée après la disparition de Sophie, au point qu'ils ne se parlaient plus que lors des rares réunions familiales pour l'amour de Gabrielle. Les documents suivants étaient encore plus troublants, des copies d'emails échangées entre Sophie et Alain dans les jours précédant l'accident. Le ton était tendu, Sophie exigeant des explications sur le retrait non autorisé des fonds destinés au projet d'extension. Les réponses d'Alain étaient évasives, parlant de placements temporaires et de situations délicates. Le dernier, email envoyé par Sophie 2 jours avant l'accident, était explicite. « Je sais ce que tu as fait avec l'argent, Alain. J'ai les preuves. Je te laisse 48 heures pour tout remettre en place, ou je serai contrainte d'en informer non seulement Mathieu, mais aussi les autorités compétentes. » Mathieu sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ces échanges jetaient une lumière sinistre sur les circonstances de l'accident qui avait coûté la vie à Sophie. Ce jour-là, elle se rendait à un rendez-vous dont elle n'avait pas précisé la nature. Était-ce avec Alain? Avait-elle découvert quelque chose de si grave qu'elle en avait été profondément bouleversée, au point de perdre le contrôle de son véhicule sur cette route sinueuse? Il se leva brusquement, incapable de rester assis face à ces révélations. Un détail supplémentaire attira son attention. Une note manuscrite de Marc indiquant que les difficultés financières de la société d'investissement d'Alain, Mercier Finance, dataient précisément de cette période. L'entreprise avait miraculeusement redressé sa situation quelques semaines plus tard grâce à un investisseur anonyme. « L'argent de Sophie », souffla Mathieu, sentant la colère monter en lui. Il a utilisé l'argent destiné aux enfants pour sauver sa société. Il était près de minuit lorsqu'il termina la lecture du dossier. Une dernière section contenait des informations sur Sophie elle-même, des éléments de sa biographie qu'il ignorait totalement. Marc avait été particulièrement méticuleux, remontant jusqu'à l'enfance de celle qui était devenue son épouse. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Sophie Mercier, née Dubois, n'était pas issue d'une famille aisée comme elle l'avait toujours laissé entendre. Elle avait passé ses premières années dans une extrême précarité, ballottée entre des foyers d'accueil après l'abandon de sa mère biologique. À 10 ans, elle avait été adoptée par les Mercier, une famille fortunée de Lyon qui lui avait donné accès à une éducation privilégiée et un nouveau nom.
Cette révélation éclairait d'un jour nouveau l'engagement de Sophie auprès des enfants défavorisés. Ce n'était pas simplement de la charité ou un passe-temps de femme de la haute société, c'était un retour aux sources, une manière de tendre la main à ceux qui vivaient la même situation qu'elle avait connue enfant. Mathieu se sentit soudain profondément honteux. Pendant toutes ces années de mariage, il n'avait jamais vraiment cherché à comprendre cette facette de Sophie, la considérant comme une excentricité sans importance. Combien de fois avait-il décliné ses invitations à l'accompagner au centre prétextant des réunions ou des dossiers urgents? Épuisé mais déterminé, il prit son téléphone et composa le numéro de son avocat personnel, malgré l'heure tardive. « Charles, c'est Mathieu Valmont. Je sais qu'il est tard, mais c'est important. J'ai besoin que vous lanciez une enquête discrète sur Alain Mercier, le mari de ma belle-sœur. Je veux tout savoir sur les finances de sa société entre janvier et juin 2022. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Je veux des preuves solides. Et préparez également une demande officielle pour le projet de parrainage dont je vous ai parlé la semaine dernière. » Le lendemain matin, Mathieu ne se rendit pas au bureau. Il avait un rendez-vous bien plus important. Retrouver Solène Moreau au centre Arc-en-Ciel pour discuter de l'avenir du projet de Sophie. Lorsqu'il lui présenta les plans originaux et son intention de reprendre exactement là où Sophie s'était arrêtée, Solène ne put retenir ses larmes. « J'avais perdu espoir », avoua-t-elle. « Après la disparition de Sophie et l'évaporation des fonds, je pensais que ce projet ne verrait jamais le jour. »« Il le verra », affirma Mathieu avec une conviction qui le surprit lui-même. « Et il portera le nom de Sophie. » En quittant le centre, il aperçut Léonie qui arrivait, les livres empruntés serrés contre sa poitrine. Elle semblait surprise de le voir. « Bonjour Léonie », la salua-t-il avec un sourire. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Bien », répondit-elle, méfiante comme toujours. « Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais une réunion avec Madame Moreau à propos du centre. » Léonie plissa les yeux, soudain inquiète. « Vous n'allez pas le fermer, n'est-ce pas ?»« Au contraire, » la rassura-t-il. « Je vais l'agrandir, construire de nouveaux espaces avec des chambres pour que des enfants puissent y vivre de façon permanente. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent. « Vraiment? Pourquoi? » « Parce que c'était le projet de Sophie, et parce que c'est important. » Léonie sembla réfléchir intensément à cette réponse. « C'est bien, » dit-elle finalement. « Mais ça ne changera pas tout. Il y aura toujours des enfants dans les rues. »« Tu as raison, » acquiesça Mathieu, touché par son réalisme. « Mais si ça peut en aider quelques-uns, ce sera déjà ça. » Ils restèrent un moment silencieux, puis Léonie lui tendit le livre d'astronomie qu'elle avait emprunté. « Je l'ai fini. Gabriel avait raison, c'est passionnant, surtout la partie « sur les trous noirs ». Mathieu sourit, impressionné. « Tu l'as lu en entier en une journée ?»« Je lis vite, » répondit-elle simplement, « et je n'ai pas la télévision pour me distraire. » Cette remarque, dépourvue de toute amertume, frappa Mathieu, par sa justesse. Encore une fois, Léonie lui montrait à quel point les perspectives pouvaient être différentes, selon d'où l'on regardait le monde. « Gabriel aimerait beaucoup que tu reviennes ce week-end, » dit-il. « Si tu es d'accord, bien sûr. Il m'a parlé d'une soirée d'observation des étoiles. »« Je ne peux pas dormir chez vous, » rappela immédiatement Léonie. « Tu n'es pas obligé. François pourrait te ramener au centre, même tard dans la nuit. » Léonie sembla peser le pour et le contre, puis acquiesça. « D'accord, mais je dois demander à Solène d'abord. »« Bien sûr, » approuva Mathieu. « Je t'attendrai samedi vers 18. Cœur, si elle est d'accord. » En rentrant chez lui, Mathieu passa devant la chambre de Gabriel et entendit son fils au téléphone, visiblement excité. « Et elle a adoré le livre sur les étoiles, grand-mère. Elle l'a déjà fini. Papa a dit qu'elle pourra revenir samedi pour utiliser le télescope. » Mathieu s'arrêta surpris. Gabriel parlait à sa grand-mère maternelle, Elisabeth Mercier, avec qui leur relation s'était considérablement refroidie depuis la disparition de Sophie. Qu'il lui parle spontanément de Léonie était inattendu. Lorsque Gabriel raccrocha, Mathieu entra dans la chambre. « Tu parlais à grand-mère Elisabeth ?» Gabriel hocha la tête, un peu gêné d'avoir été surpris. « Elle m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai parlé de Léonie. »« Et qu'a-t-elle dit ?»« Elle veut la rencontrer, » répondit Gabriel. « Elle a proposé de venir dîner samedi soir. » Mathieu fronça les sourcils. Cette soudaine curiosité d'Elisabeth était étrange. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les fréquentations de Gabriel auparavant. «
A-t-elle mentionné oncle Alain » demanda-t-il, tentant de paraître détaché. « Non » répondit Gabriel, surpris par la question. « Pourquoi ?»« Simple. Curiosité » esquiva Mathieu. « Alors comme ça, tu as prévu une soirée d'observation astronomique samedi ?» Le visage de Gabriel s'illumina, la question précédente déjà oubliée. « Oui, c'est la nuit parfaite. Il n'y aura pas de lune. On pourra voir la nébuleuse d'Orion et plein d'autres choses géniales. Je suis sûr que Léonie adorera ça, » sourit Mathieu, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Plus tard dans la soirée, alors qu'il travaillait dans son bureau, Mathieu reçut un appel de Charles, son avocat. « J'ai les premières. »« Informations que vous m'avez demandées, » annonça-t-il sans préambule. « Et elles sont préoccupantes. »« Je vous écoute, » répondit Mathieu, se redressant dans son fauteuil. Mercier Finance était effectivement au bord de la faillite au printemps 2022. Leurs investissements dans une start-up pharmaceutique avaient tourné au désastre après l'échec d'un essai clinique. Puis, miraculeusement, une injection de capital exactement égale à 1,5 million d'euros a tout sauvé. L'argent est passé par un compte offshore aux Caïmans, mais nous avons réussi à remonter jusqu'à la source initiale, l'association Étoile de l'Espoir. Donc nous avons la preuve qu'Alain a détourné l'argent de Sophie, conclut Mathieu, sentant sa colère remonter. Oui, mais ce n'est pas tout, poursuivit Charles. Nous avons découvert que Sophie avait engagé un détective privé dans les jours précédant son accident. Ce détective a remis un rapport complet 2 jours avant le drame. Nous essayons de le retrouver pour savoir ce qu'il contenait exactement. Mathieu raccrocha, profondément troublé. Ces révélations jetaient une ombre sinistre sur les circonstances de l'accident de Sophie. Avait-elle confronté Alain avec ses preuves? Qu'était-il arrivé ensuite? Il se promit de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Mais pour l'instant, une autre pensée occupait son esprit. Comment protéger Léonie de cette tempête familiale qui s'annonçait? Car il ne doutait pas qu'Élisabeth, sa belle-mère, n'avait pas demandé à rencontrer la fillette par simple curiosité. Quelque chose se tramait, et il était déterminé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Dans le silence de son bureau, il prit une décision qui allait changer sa vie et celle de Léonie à jamais. Il allait lui offrir bien plus qu'un parrainage temporaire. Il allait lui proposer un véritable foyer. Chapitre 6. L'invitation. La soirée du samedi arriva plus vite que prévu, apportant avec elle un ciel exceptionnellement clair pour un automne parisien. Mathieu avait passé la journée à préparer ce qui serait, il l'espérait, bien plus qu'une simple observation astronomique. Il avait soigneusement réfléchi à la manière d'aborder le sujet délicat de l'invitation qu'il souhaitait faire à Léonie, conscient que la moindre maladresse pourrait ruiner la confiance fragile qu'ils avaient établie. À 18 heures précises, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Maria, la nouvelle gouvernante, alla ouvrir et revint accompagnée de Léonie. La fillette portait une robe simple mais propre, visiblement prêtée par le centre, et son inséparable foulard rouge. Ses cheveux avaient été coiffés avec soin, et Mathieu nota qu'elle avait même un peu de brillant à lèvres, probablement un cadeau de Solène pour l'occasion. « Bonsoir Léonie » l'accueillit-il chaleureusement. « Tu es très élégante ce soir. »« C'est Solène qui a insisté » marmonna-t-elle, visiblement mal à l'aise dans cette tenue inhabituelle. Elle a dit que c'était important de faire des efforts quand on est invité quelque part. Mathieu sourit, appréciant la sagesse pratique de la directrice du centre. Elle a raison, mais tu sais, tu es toujours la bienvenue ici, quelle que soit ta tenue. Gabriel dévala les escaliers en entendant la voix de son ami. « Léonie, tu es là? Viens vite, j'ai préparé tout le matériel d'observation sur la terrasse du toit. » Les 2 enfants disparurent rapidement à l'étage, laissant Mathieu seul avec ses pensées. Il avait demandé à Maria de préparer un dîner spécial, servi sur la terrasse sous les étoiles. Tout était prêt pour une soirée parfaite, sauf qu'un élément imprévu s'invita à la fête. Alors que Mathieu s'apprêtait à rejoindre les enfants, la sonnette retentit à nouveau. Maria revint quelques instants plus tard, l'air embarrassé. « Monsieur, Madame Mercier est là. Elle dit que vous l'attendiez pour le dîner. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Il avait complètement oublié qu'Élisabeth avait proposé de venir ce soir-là, et Gabriel, dans son excitation pour la soirée astronomique, n'en avait plus reparlé. « Faites-la entrer au salon, j'arrive tout de suite, » répondit-il, dissimulant sa contrariété. Élisabeth Mercier attendait, droite comme un nid, dans le salon principal,
À 65 ans, elle conservait cette élégance glaciale qui avait toujours intimidé Mathieu. Vêtue d'un tailleur gris perle impeccable, ses cheveux argentés coupés au carré, elle semblait tout droit sortie d'un conseil d'administration. « Mathieu !» le salua-t-elle froidement. « Je constate que vous avez oublié notre rendez-vous. »« Bonsoir, Elisabeth », répondit-il en l'embrassant légèrement sur les deux joues. « Je m'excuse pour cette confusion. Gabriel et moi avons une invitée ce soir pour une observation astronomique. »« Ouais, cette fameuse petite fille des rues dont Gabriel m'a parlé avec tant d'enthousiasme, » dit-elle d'un ton qui mélangeait curiosité et dédain. « J'avoue être intrigué de rencontrer celle qui a si rapidement conquis le cœur de mon petit-fils. » Mathieu n'aimait pas du tout le ton qu'elle employait, mais il se contint. « Léonie est une enfant exceptionnelle. Je vous demanderai de la traiter avec respect. » Elisabeth haussa un sourcil. « Bien entendu, je ne suis pas Claudine Lambert. » La mention de l'ancienne gouvernante accentua la méfiance de Mathieu. Comment Elisabeth était-elle au courant de cet incident, si ce n'est par Alain qui aurait pu voir la vidéo virale? « Venez, dit-il simplement. Ils sont sur la terrasse. » Lorsqu'ils arrivèrent sur le toit-terrasse aménagé, le spectacle qui les attendait était enchanteur. Gabriel avait installé son télescope sophistiqué près du parapet et expliquait patiemment à Léonie comment régler la mise au point. Des lanternes discrètes éclairaient faiblement l'espace, permettant de voir sans compromettre l'observation des étoiles. Une table était dressée non loin, avec 4 couverts. Maria avait anticipé l'arrivée d'Elisabeth. « Grand-mère !» s'exclama Gabriel en apercevant Elisabeth. Il courut l'embrasser, visiblement heureux de la voir malgré la surprise. Léonie, quant à elle, se figea instantanément. Son regard passa rapidement de Gabriel à cette inconnue élégante, puis à Mathieu, comme pour évaluer la situation. « Gabriel, je te présente Léonie, » dit Elisabeth d'une voix douce, que Mathieu ne lui connaissait pas. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, ma petite. » Léonie fit une petite révérence maladroite. « Bonsoir, madame. Tu peux m'appeler Elisabeth, » sourit la vieille dame, « ou grand-mère, comme Gabriel, si tu préfères. » Mathieu observa attentivement cette première rencontre, surpris par l'attitude inhabituellement chaleureuse de sa belle-mère. Était-ce sincère ou cachait-elle ses véritables intentions? Le dîner se déroula dans une atmosphère étrangement cordiale. Elisabeth posa de nombreuses questions à Léonie sur ses goûts, ses lectures, ce qu'elle aimait apprendre. La fillette répondait avec prudence, mais Mathieu pouvait voir qu'elle était flattée par cette attention. « Et ces foulards rouges ?» demanda soudain Elisabeth, désignant le tissu autour du cou de Léonie. « C'était une idée de ma fille. N'est-ce pas? Sophie adorait le rouge. »« Oui, » répondit Léonie, touchant instinctivement le foulard. « Madame Sophie disait que le rouge est la couleur du courage. Elle en donnait à tous les enfants du centre qui avaient un besoin de se sentir protégés. »« C'est tout à fait Sophie, » murmura Elisabeth, une ombre de tristesse traversant son regard. « Elle a toujours eu ce don pour comprendre les besoins des autres. » Après le dessert, une mousse au chocolat que Léonie dévora avec délice, Gabriel proposa de reprendre les observations. La nuit était maintenant complètement tombée, offrant un ciel d'une clarté exceptionnelle. « Regarde !» s'exclama-t-il en réglant le télescope. « C'est Saturne. Tu vois ces anneaux ?» Léonie se pencha vers l'oculaire et laissa échapper un cri d'émerveillement. « C'est incroyable. On dirait vraiment qu'on pourrait la toucher. » Mathieu profita de ce moment pour s'isoler avec Elisabeth près du parapet. « Pourquoi cet intérêt ?»« Soudain pour Léonie ?» demanda-t-il sans détour. Elisabeth le regarda longuement avant de répondre. « Sophie me parlait souvent d'elle dans ses lettres. Elle disait que cet enfant lui rappelait quelqu'un. »« Qui donc ?»« Elle-même, » répondit simplement Elisabeth. « Mathieu, il y a des choses que vous ignorez sur Sophie, sur son passé. »« C'est tout, » coupa-t-il. « Son enfance difficile, son adoption par votre famille, et le projet d'extension du centre qu'elle voulait financer. Projet dont l'argent a mystérieusement disparu. » Le visage d'Elisabeth se décomposa légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Alors, vous savez aussi pour Alain ? J'ai des preuves qu'il a détourné l'argent de l'association pour sauver sa société, » confirma Mathieu. « Ce que je ne comprends pas, c'est votre rôle dans cette histoire. » Elisabeth soupira profondément. « Aucun, je vous le jure. J'ignorais tout des agissements d'Alain jusqu'à récemment. Jusqu'à quand exactement ? Jusqu'à ce que Sophie me confie ses soupçons quelques jours avant l'accident. »
avoua-t-elle, la voix soudain tremblante. « J'ai refusé de la croire. Comment aurais-je pu imaginer que mon propre fils... » Elle s'interrompit, visiblement bouleversée. Mathieu fut surpris par cette vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue chez sa belle-mère. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, je veux réparer, » répondit-elle fermement. « J'ai des économies personnelles conséquentes. Je veux les donner pour réaliser le projet de Sophie. C'est la moindre des choses que je puisse faire. » Mathieu était stupéfait. « Pourquoi ce revirement ?»« Parce que j'ai vu cette vidéo, » expliqua Elisabeth. « J'ai vu cette petite fille partager son dernier morceau de pain avec Gabriel. Et j'ai compris ce que Sophie avait toujours essayé de me faire comprendre, que la vraie générosité n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. » Leur conversation fut interrompue par un cri de joie de Gabriel. « Papa, grand-mère, venez. Voir, on a trouvé la nébuleuse d'Orion. » Ils rejoignirent les enfants et prirent chacun leur tour pour observer la merveille céleste. Mathieu nota que Léonie semblait parfaitement à l'aise avec le télescope, absorbant les explications techniques de Gabriel avec une intelligence vive. Plus tard dans la soirée, alors que Gabriel montrait à sa grand-mère des photos astronomiques, sur sa tablette, Mathieu trouva Léonie assise seule près du parapet, contemplant la ville illuminée. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « C'est beau, » répondit-elle simplement. « D'ici, Paris ressemble à un autre univers, presque aussi beau que les étoiles. » Mathieu sourit, touché par cette observation poétique. « Léonie, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Elle se tourna vers lui, soudain méfiante. « Quoi ? Tu sais que j'ai entamé des démarches pour devenir officiellement ton parrain, par l'intermédiaire des services sociaux. » Elle hocha la tête. Solène lui en avait parlé. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » continua Mathieu, choisissant soigneusement ses mots, « et je me demandais si tu accepterais, si tu envisagerais peut-être de venir vivre ici, avec Gabriel et moi. » Léonie le fixa intensément, comme si elle cherchait à lire en lui. « Vous voulez dire, pour toujours, si tu le souhaites, » précisa-t-il. « Ce serait d'abord un essai pour voir si ça te convient. Tu aurais ta propre chambre, tu irais à l'école avec Gabriel, tu serais chez toi ici. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, abruptement. « Pourquoi vous feriez ça ?» La question était directe, sans détour, typique de Léonie. Mathieu apprécia cette franchise. « Plusieurs raisons, » répondit-il honnêtement. « D'abord, Gabriel t'adore. Il n'a jamais eu d'amis aussi proche que Page. Proche que toi. Ensuite, je crois que Sophie aurait voulu que je t'aide. Et enfin, je t'apprécie beaucoup, Léonie. Je pense que tu as beaucoup à nous apporter, autant que nous avons à t'offrir. » Léonie resta silencieuse un long moment, son regard alternant, entre Mathieu et l'horizon parisien. « Je ne veux pas être transformée, » dit-elle finalement. « Je ne veux pas qu'on essaie de faire de moi quelqu'un d'autre, avec des manières de riche et des robes à dentelle. Je te promets que personne n'essaiera de te changer, » assura Mathieu. « Tu resteras Léonie avec ton caractère bien trempé et tes idées à toi. »« Et si ça ne marche pas ?» insista-t-elle. « Si je ne m'adapte pas, si je fais des erreurs ?»« Alors on cherchera des solutions ensemble, » répondit simplement Mathieu. « Comme une famille. » Ce mot, famille, sembla toucher Léonie plus profondément que tout le reste. Ses yeux s'embuèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Je dois y réfléchir, » dit-elle. « Je dois en parler à Solène aussi. »« Bien sûr, » acquiesça Mathieu. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » François raccompagna Léonie au centre Arc-en-Ciel tard cette nuit-là. Sur le pas de la porte, avant de partir, elle avait serré Gabriel dans ses bras et avait fait un signe de tête respectueux à Elisabeth. À Mathieu, elle avait simplement dit « Merci pour les étoiles ». Une fois seul avec sa belle-mère, Mathieu aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « Elisabeth, j'aimerais que vous souteniez ma démarche pour accueillir Léonie. Votre influence pourrait accélérer les procédures administratives. » La vieille dame le regarda longuement avant de répondre. « Je le ferai, Mathieu, mais pas seulement pour vous ou pour honorer la mémoire de Sophie. Cet enfant mérite une chance, et je crois sincèrement que vous êtes la personne qu'il lui faut. » Avant de partir, elle ajouta « Quant à Alain, je m'en occupe personnellement. Il est temps que mon fils assume les conséquences de ses actes. » Le lendemain matin, alors que Mathieu prenait son petit déjeuner avec Gabriel, le téléphone sonna
C'était solennel. « Monsieur Valmont, Léonie voudrait vous parler. » Son cœur battant la chamade, Mathieu prit l'appel. « Léonie ?»« J'accepte, » dit simplement la voix de la fillette à l'autre bout du fil. « Mais j'ai des conditions. » Mathieu sourit pas du tout surpris. « Je t'écoute. Je veux pouvoir continuer à venir au centre quand je veux. Je veux garder mes livres et mes affaires, même si elles sont vieilles. Et surtout, je veux que ce soit un vrai test, pas juste pour faire semblant. Si ça ne marche pas, vous devez me le dire honnêtement. » « Ce sont des conditions très raisonnables, » approuva Mathieu. « J'accepte. »« Alors d'accord, » conclut Léonie. « Je veux essayer. » En raccrochant, Mathieu se sentit à la fois exalté et terrifié. Accueillir cet enfant allait bouleverser leur vie à tous. Mais pour la première fois depuis la disparition de Sophie, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif, quelque chose qui donnerait un sens à l'avenir. « Papa ?» appela Gabriel qui avait suivi la conversation avec attention. « Est-ce que ça veut dire que Léonie va devenir ma sœur ?»« Peut-être, » répondit prudemment Mathieu, « si tout se passe bien et si c'est ce qu'elle souhaite. Pour l'instant, c'est une amie qui va vivre avec nous pendant quelque temps. »« C'est encore mieux qu'un télescope, » déclara solennellement Gabriel. Mathieu éclata de rire, soulagé par la simplicité avec laquelle son fils acceptait ce changement majeur dans leur vie. Si seulement l'adaptation de Léonie pouvait être aussi simple. Mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. La fillette portait en elle des années de méfiance et d'autodéfense. Gagner sa confiance totale prendrait du temps et de la patience. Ce qu'il ignorait encore, c'est que les révélations sur le passé de Sophie et les actions d'Alain allaient bientôt éclater au grand jour, apportant leur lot de complications supplémentaires dans cette nouvelle configuration familiale en construction. Chapitre 7. Une nouvelle famille. L'intégration de Léonie dans la maison Valmont ne fut pas un conte de fées instantané. Les premiers jours ressemblèrent davantage à une danse prudente, où chacun observait l'autre, cherchant à trouver sa place dans cette nouvelle configuration familiale. Léonie arriva un mercredi après-midi, ses maigres possessions contenues dans un sac à dos usé et un petit carton que François l'aida à porter jusqu'à sa nouvelle chambre. Cette chambre, située juste en face de celle de Gabriel, avait été préparée avec soin par Maria, suivant les instructions précises de Mathieu. Pas de luxe ostentatoire, pas de poupées ou de décorations enfantines, mais un espace simple, lumineux et chaleureux. Une bibliothèque encore vide attendait d'être remplie. Un bureau fonctionnel faisait face à la fenêtre qui offrait une vue sur les toits de Paris, et le lit était recouvert d'une couverture bleu nuit parsemée d'étoiles, un clin d'œil à la passion naissante de Léonie pour l'astronomie. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle en entrant dans la pièce, visiblement décontenancée par tant d'espace pour elle seule. « Entièrement, » confirma Mathieu. « Tu peux l'arranger comme tu veux, ajouter des posters, des livres, ce qui te plaît. » Léonie fit le tour de la chambre, touchant délicatement les meubles comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. Son regard s'arrêta sur un petit cadre posé sur la table de nuit, une photo de Sophie entourée d'enfants au centre arc-en-ciel, Léonie à ses côtés, arborant son foulard rouge tout neuf. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir d'avoir ce souvenir, » expliqua doucement Mathieu, observant sa réaction. Léonie hocha simplement la tête, trop émue pour parler. Elle sortit ensuite méticuleusement ses affaires du carton. Quelques vêtements soigneusement pliés, les livres empruntés à la bibliothèque des Valmont, un carnet à dessin rempli de croquis de rue parisienne et un petit coffret en bois abîmé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda curieusement Gabriel qui assistait à l'installation. « Mes trésors ?» répondit Léonie en ouvrant le coffret pour révéler un étrange assortiment d'objets. Un caillou brillant, un bout de verre poli par la mer, une pièce de monnaie, étrangère, une plume d'oiseau et une petite étoile en origami jaunie par le temps. « C'est Madame Sophie qui m'a appris à faire des étoiles en papier, » expliqua-t-elle en prenant délicatement l'origami. « Celle-ci est la première que j'ai réussie. » Ce soir-là, le dîner fut étrangement silencieux. Léonie mangeait par petites bouchées prudentes, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse soudainement. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Maria qui servait les plats, et elle sursautait légèrement à chaque bruit inattendu. « Tu n'es pas obligé de finir si tu n'as plus faim, » lui dit doucement Mathieu, remarquant son effort pour terminer son assiette malgré sa
Visible satiété. On ne gaspille pas la nourriture, répondit-elle automatiquement. C'est vrai, approuva-t-il, mais se forcer à manger au-delà de sa faim n'est pas bon non plus. Maria peut conserver ce que tu ne manges pas pour demain. Ce simple échange illustrait les nombreux ajustements nécessaires des deux côtés. Pour Léonie, les habitudes de survie profondément ancrées, ne jamais gaspiller de nourriture, toujours rester sur ses gardes, se méfier du confort qui pourrait disparaître à tout moment, se heurtaient au quotidien privilégié des Valmont. Pour Mathieu et Gabriel, c'était l'apprentissage d'une sensibilité nouvelle face à des réalités qu'ils n'avaient jamais côtoyées de près. La première nuit fut particulièrement difficile. Vers 2 heures du matin, Mathieu fut réveillé par des bruits étouffés provenant du couloir. En sortant de sa chambre, il découvrit Léonie, assise par terre près de la porte d'entrée, entièrement habillée, son sac à dos à côté d'elle. « Léonie » murmura-t-il, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. « Que se passe-t-il »« Je n'arrive pas à dormir, avoua-t-elle, les yeux rougis. C'est trop silencieux, et le lit est trop mou. » Mathieu s'assit à côté d'elle sur le sol, respectant une distance prudente. « Tu voulais partir ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, peut-être. C'est ce que je fais d'habitude quand les choses deviennent étranges. »« Je comprends, » dit-il simplement. « Tu sais, quand Sophie est partie, je n'arrivais plus à dormir dans notre chambre. Tout était trop silencieux, trop vide. Alors j'ai dormi sur le canapé du salon pendant des semaines. » Léonie le regarda avec surprise, comme si elle n'avait jamais imaginé que cet homme puissant puisse connaître aussi la vulnérabilité. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. « Le temps, » répondit-il honnêtement, « et l'acceptation que rien ne serait plus comme avant, mais que ça ne signifiait pas que tout serait nécessairement pire. » Ils restèrent ainsi un moment, assis côte à côte dans le couloir silencieux. Puis Mathieu proposa « Et si on essayait de trouver une solution pour cette nuit? Tu pourrais dormir sur le canapé de la bibliothèque si le lit te semble trop mou, ou on pourrait laisser une lumière allumée, ou une radio à faible volume pour que ce ne soit pas trop silencieux. » Léonie réfléchit, puis acquiesça lentement. « Le canapé, peut-être. Et est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? À côté de moi? » Bien sûr. Cette nuit-là, Léonie s'endormit finalement sur le canapé de la bibliothèque, enveloppée dans une couverture qui sentait la lessive fraîche, un verre d'eau à portée de main et le bruit rassurant d'une horloge ancienne qui marquait les secondes dans un tic-tac régulier. Les jours se transformèrent en semaines, ponctuées de petites victoires et d'inévitables tensions. L'inscription de Léonie à l'école fréquentée par Gabriel fut une première épreuve. Malgré son intelligence évidente, ses années d'éducation sporadique avaient laissé des lacunes. Un test d'évaluation révéla qu'elle lisait remarquablement bien, fruit de ses heures passées à dévorer les livres récupérés ici et là, mais qu'elle avait des difficultés en mathématiques et en sciences. « Je ne veux pas être dans une classe de bébés », protesta-t-elle vigoureusement lorsque le directeur suggéra de la placer temporairement avec des enfants plus jeunes pour combler ses lacunes. « Ce ne sera pas le cas, » assura Mathieu. « Nous trouverons des professeurs particuliers qui t'aideront à rattraper ton retard, mais tu resteras avec les enfants de ton âge. » Et c'est ce qu'il fit, engageant les meilleurs tuteurs de Paris pour travailler avec Léonie après l'école. À sa grande surprise, elle se révéla être une élève acharnée, déterminée à prouver sa valeur intellectuelle avec la même intensité qu'elle avait autrefois mise à survivre dans les rues. Parallèlement à ses adaptations quotidiennes, Mathieu poursuivait activement 2 projets qui lui tenaient à cœur, l'extension du centre Arc-en-Ciel et l'enquête sur les agissements d'Alain Mercier. Le premier avançait bien, grâce à la contribution financière d'Elisabeth et au CEI, ressources personnelles de Mathieu, les travaux avaient recommencé. Le second projet, en revanche, prenait une tournure de plus en plus troublante. « Les preuves sont accablantes », lui annonça Charles lors d'une réunion privée dans son bureau. Alain n'a pas seulement détourné l'argent de l'association, il a également falsifié la signature de Sophie sur plusieurs documents pour accéder à ses comptes personnels. Mathieu sentit la colère monter en lui. A-t-il été confronté? Y a ces accusations? Pas encore. Elisabeth a insisté pour lui parler d'abord en privé. Elle pense pouvoir le convaincre de rembourser intégralement les sommes détournées et de démissionner de tous ses postes avant que l'affaire ne devienne publique.
Cette approche diplomatique ne satisfaisait pas entièrement Mathieu, qui aurait préféré une justice plus directe, mais il respectait le souhait d'Élisabeth de protéger ce qui pouvait encore l'être de la réputation familiale, principalement pour Gabriel, et maintenant aussi pour Léonie. Carla. Fillette s'intégrait progressivement dans leur vie, apportant avec elle une fraîcheur et une perspective qui transformaient subtilement la dynamique familiale. Son franc-parler désarçonnait parfois les visiteurs habitués aux convenances sociales, mais Mathieu en venait à apprécier cette honnêteté brute, si différente des faux-semblants du monde des affaires. Un soir, après avoir reçu à dîner un important client américain qui avait passé la soirée à se vanter de ses acquisitions, Léonie avait simplement demandé « Pourquoi les gens riches parlent-ils tant de ce qu'ils possèdent? Est-ce qu'ils ont peur qu'on oublie qu'ils sont riches ?» Loin d'être embarrassé, Mathieu avait éclaté de rire, bientôt suivi par le client lui-même, désarmé par cette observation pertinente. La relation entre Gabriel et Léonie évoluait, elle aussi, passant de l'amitié à une véritable complicité fraternelle, avec son lot de chamailleries, de secrets partagés et de fous rires incompréhensibles pour les adultes. Ils avaient développé leur propre rituel. Les mardis soirs étaient consacrés à l'observation des étoiles, quand le temps le permettait, les jeudis après-midi à des expéditions dans les quartiers méconnus de Paris que Léonie connaissait, comme sa poche. Un dimanche matin de novembre, alors que Mathieu lisait tranquillement dans le salon, il surprit une conversation entre les deux enfants qui jouaient aux échecs près de la cheminée. « Tu crois que ton père va vraiment m'adopter un jour ?» demandait Léonie à voix basse, déplaçant sa tour sur l'échiquier. « Bien sûr », répondit Gabriel avec l'assurance de ses 11 ans. « Il fait déjà tous les papiers avec les avocats. Il me l'a dit. Mais si ça ne marche pas, si je fais quelque chose de mal et qu'il change d'avis ?» Gabriel sembla réfléchir sérieusement à cette question. « Tu sais, après que maman soit partie, j'ai fait plein de bêtises. J'ai même cassé le vase préféré de papa. J'étais tellement en colère, mais il ne m'a jamais abandonné. »« Ce n'est pas pareil, » insista Léonie. « Tu es son vrai fils. Et alors, ça ne veut rien dire, vrai fils ou vraie fille. Papa dit toujours que la famille, c'est ceux qu'on choisit d'aimer, pas juste ceux qui ont le même sang. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais prononcé ces mots exacts, mais son fils avait parfaitement saisi l'essence de ce qu'il essayait de construire avec eux. Le lendemain, il reçut un appel d'Élisabeth. Sa voix était tendue. Alain refuse de coopérer. Il nie tout en bloc et menace même de contester la garde de Léonie si vous persistez dans vos accusations. « Sur quelle base ?» s'indigna Mathieu. « Il prétend que vous exploitez cet enfant pour redorer votre image publique après le scandale de la vidéo, et il insinue que votre intérêt pour elle est inapproprié. »« C'est absurde !» explosa Mathieu. « Comment ose-t-il ?»« Il a peur, » coupa Élisabeth. « Peur que tout s'écroule. Sa réputation, sa carrière, sa liberté, même si nous portons l'affaire devant la justice. Que comptez-vous faire ?» Un long silence précéda sa réponse. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Le confronter avec la vérité, toute, la vérité, y compris ce que j'ai découvert récemment sur les circonstances de l'accident de Sophie. » Mathieu se figea. « Que voulez-vous dire ?»« Pas au téléphone, » répondit-elle. « Venez ce soir à mon appartement, seul. Nous devons parler. » Cette conversation laissa Mathieu profondément troublé. Le soir venu, après avoir expliqué à Maria qu'il rentrerait tard et s'être assuré que les enfants étaient bien occupés, avec leurs devoirs, il se rendit à l'appartement d'Élisabeth dans le 7e arrondissement. Ce qu'il y apprit dépassa ses pires craintes. Le détective engagé par Sophie avait découvert qu'Alain n'avait pas seulement détourné l'argent de l'association, mais qu'il avait également utilisé ce stratagème à plusieurs reprises par le passé, ciblant d'autres organisations caritatives. Sophie, bouleversée par cette découverte, avait confronté son frère le jour même de l'accident. Leur dispute avait été si violente qu'elle était partie en voiture dans un état de grande agitation émotionnelle, ce qui pourrait expliquer sa perte de contrôle sur la route sinueuse. « Ce n'était pas un accident causé par Alain directement, » précisa Élisabeth, les yeux rougis par les larmes, « mais sa culpabilité morale est indéniable. » Mathieu quitta l'appartement d'Élisabeth avec un dossier complet contenant toutes les preuves nécessaires pour engager des poursuites contre Alain. Mais avant de prendre une décision définitive, il voulait en parler à Léonie. Car, étrangement,
C'était son avis qui lui importait le plus dans cette affaire. En rentrant chez lui, il trouva la maison silencieuse. Gabriel dormait déjà, mais une lumière filtrait sous la porte de la chambre de Léonie. Il frappa doucement. « Entre » répondit-elle. Elle était assise en tailleur sur son lit, entourée de livres et de cahiers, ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. En 2 mois, son apparence avait subtilement changé. Ses joues s'étaient légèrement arrondies grâce à une alimentation régulière. Sa peau avait perdu cette pâleur caractéristique des enfants des rues. Mais son regard, lui, conservait cette intensité particulière, ce mélange de méfiance et de curiosité insatiable. « Je peux te parler de quelque chose d'important ?» demanda Mathieu, s'asseyant au bord du lit. « C'est à propos de l'oncle de Gabriel, celui qui a pris l'argent de Madame Sophie ?» Mathieu sursauta. « Comment es-tu au courant ?» Léonie haussa les épaules. « J'entends des choses. Et puis Gabriel m'a raconté que sa grand-mère était très en colère contre son oncle. »« En effet, » confirma Mathieu, décidant d'être complètement transparent. « Alain, le frère de Sophie, a volé l'argent qui devait servir à agrandir le centre Arc-en-Ciel. Maintenant, il menace de s'opposer à ton adoption si nous révélons ce qu'il a fait. »« Pourquoi vous me dites ça ?» demanda Léonie, soudain sur la défensive. « Parce que ça te concerne aussi, et parce que j'aimerais savoir ce que tu en dis. Pense. » Elle le regarda avec étonnement, comme si c'était la première fois qu'un adulte lui demandait sincèrement son opinion sur une question importante. « Je crois, dit-elle lentement, que Madame Sophie n'aurait pas voulu que sa famille soit détruite à cause de l'argent, même si ce qu'il a fait est mal. » Cette réponse surprit Mathieu. « Tu penses que nous devrions laisser tomber les poursuites ?»« Non, » précisa Léonie. « Je pense qu'il doit réparer ce qu'il a fait, rendre l'argent, aider à construire la nouvelle. Elle du centre, mais peut-être qu'il n'a pas besoin d'aller en prison pour ça. » Mathieu médita ces paroles, frappé par leur sagesse. « Tu sais, Léonie, parfois je me demande qui éduque qui dans cette maison. » Elle sourit, un de ces rares sourires qui illuminaient son visage et la transformait en une enfant comme les autres, insouciante et joyeuse. « On s'éduque mutuellement, je suppose. » Le lendemain, Mathieu proposa un accord à Alain par l'intermédiaire d'Elisabeth, remboursement intégral des sommes détournées, participation active au financement et à la construction de la nouvelle aile du centre et retrait complet de ses objections concernant l'adoption de Léonie. En échange, aucune poursuite judiciaire ne serait engagée. Acculé et confronté aux preuves accablantes, Alain accepta. Sa relation avec sa famille resterait à jamais altérée, mais au moins le projet de Sophie verrait le jour, et Léonie pourrait trouver sa place sans obstacle supplémentaire. Le printemps suivant, alors que les travaux d'extension du centre Arc-en-Ciel battirent leur plein, Mathieu emmena Léonie au palais de justice de Paris. Le juge des affaires familiales les reçut dans son bureau pour la dernière étape du long processus d'adoption. « Léonie » demanda-t-il gentiment, « es-tu sûre de vouloir que M. Valmont devienne légalement ton père ? C'est une décision importante. » Léonie, vêtue d'une simple robe bleue, son éternel foulard rouge autour du cou, hocha fermement la tête. « Oui, monsieur le juge, j'en suis sûr. Et comprends-tu que ton nom de famille changerait ? Tu deviendrais Léonie Valmont. » Elle jeta un regard à Mathieu avant de répondre. « En fait, j'aimerais être Léonie Durand-Valmont, si c'est possible, pour ne pas oublier d'où je viens. » Mathieu sentit ses yeux s'embuer. Cette demande qu'elle n'avait jamais évoquée auparavant témoignait de la maturité extraordinaire de cet enfant qui avait vécu 1000 vies en une seule. « C'est tout à fait possible, » confirma le juge avec un sourire approbateur. Quelques jours plus tard, une petite fête fut organisée pour célébrer l'adoption officielle. Gabriel avait insisté pour inviter tous ses camarades de classe, tandis que Léonie avait demandé la présence des enfants et du personnel du centre Arc-en-Ciel. Ces deux mondes, qui semblaient si éloignés quelques mois auparavant, se mêlaient désormais dans le jardin de la maison Valmont, unis par la joie sincère de voir cette famille peu conventionnelle, officiellement reconnue. Solène observait la scène avec émotion, se souvenant de la petite fille farouche qui refusait toute aide quelques mois plus tôt. « Sophie serait tellement fière, » murmura-t-elle à Mathieu. « Je l'espère, » répondit-il. « J'ai l'impression qu'elle a tout orchestré d'une certaine façon, comme si elle avait semé les graines de cette rencontre bien avant. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Léonie et Gabriel, excités par une nouvelle idée. « Papa !» s'exclama
Gabriel, encore émerveillé de voir sa nouvelle sœur s'adresser ainsi à son père. On peut montrer à tout le monde les photos de la nouvelle elle du centre? Bien sûr, sourit Mathieu. Elles sont sur mon ordinateur dans le bureau. Tandis que les enfants se précipitaient à l'intérieur, Elisabeth s'approcha de Mathieu. Leur relation s'était considérablement réchauffée ces derniers mois, unis par leur désir commun de voir le projet de Sophie se réaliser et Léonie trouver sa place. « Vous avez créé quelque chose de beau à partir de tant de douleur, » dit-elle simplement. Sophie aurait aimé voir ça. La soirée s'acheva par un moment que Mathieu n'oublierait jamais. Alors que les invités commençaient à partir, il trouva Léonie assise seule sur la balançoire du jardin, contemplant le ciel étoilé qui s'assombrissait. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Oui, » répondit-elle, puis après un moment de silence, « je pensais juste à ce morceau de pain. C'est fou comme un si petit geste peut changer toute une vie. » « Pas le geste en lui-même, » corrigea doucement Mathieu, « mais ce qu'il révèle de la personne qui le fait. Ce jour-là, tu as montré qui tu étais vraiment, Léonie. Quelqu'un capable de donner son dernier repas à un inconnu. C'est cette personne que nous aimons, Gabriel et moi. » Elle sourit, jouant distraitement avec son foulard rouge. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle soudain, sortant un petit objet de sa poche. C'était une étoile en origami, soigneusement pliée dans du papier rouge vif. « Je l'ai faite pour vous. Madame Sophie disait que les étoiles guident les voyageurs perdus. Je ne suis plus perdu maintenant. » Mathieu prit délicatement le fragile objet, touché au-delà des mots par ce geste symbolique. « Merci, Léonie. Je la garderai toujours avec moi. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant la quiétude du soir, liés par une connexion qui transcendait le sang et les conventions. Une nouvelle famille était née, non pas de la biologie ou de la tradition, mais d'un simple acte de bonté, dans un monde souvent indifférent. Et dans le ciel au-dessus d'eux, les étoiles brillaient comme autant de promesses d'un avenir où la générosité et l'amour l'emporteraient toujours sur l'adversité. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Léonie et Mathieu vous a touché profondément. Pour continuer à explorer des récits émouvants comme celui-ci, nous avons préparé une liste de lectures spéciales avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté des liens humains. Ne manquez pas nos prochaines publications. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Dites-nous quelle partie de l'histoire de Léonie vous a le plus touché.